26.11.2025. Nous sommes dans la 4e année, jour 276, depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Je salue tout particulièrement tous les abonnés ainsi que ceux qui le deviendront aujourd'hui. La Banque centrale de Russie vend ses réserves d'or physique pour la première fois. Avant la guerre, leurs réserves étaient de 405,7 tonnes d'or. Le ministère des Finances a vendu 57%, soit 236,6 tonnes d'or pour combler les déficits budgétaires. Il ne reste donc plus que 173,1 tonnes et la Banque centrale veut continuer à vendre. Ça fait vraiment mal maintenant, surtout quand les 3/4 des sociétés charbonnières russes y sont devenues non rentables. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de 35% en novembre, et l'industrie automobile russe s'attend à une baisse de production de 40%, notamment en ce qui concerne la Lara. Les sanctions américaines contre Lukoil ne résolvent rien. Et chaque drone ukrainien qui frappe une autre centrale rend la situation encore un peu plus difficile pour la Russie et surtout pour son économie. Selon la National Post, un extrait d'un appel enregistré entre Steve Witkoff, envoyé spécial américain pour les affaires russes, et Yuri Uchakov, conseiller de Poutine, a été rendu public. C'est ce que nous voyons en arrière-plan. Witkoff aurait expliqué aux conseillers aux affaires étrangères comment influencer Trump. Sa recommandation était que Trump devrait être félicité pour toute réalisation, et qu'il fallait toujours lui faire croire qu'on l'a toujours soutenu, et qu'on le respecte aussi. C'est exactement ce que Trump veut toujours entendre. Witkoff a également déclaré qu'il avait fait croire à Trump que la Fédération de Russie avait toujours voulu un accord de paix. L'agent Witkoff a donc fait du bon travail en manipulant Trump au profit des intérêts russes. Il est également mentionné qu'il souhaite présenter un plan en 20 points similaire à celui de la bande de Gaza. Sur la base de cette recommandation, le plan en 28 points que nous avons vu il y a quelques jours a probablement été élaboré. Selon le Wall Street Journal, cet appel téléphonique a également conduit à ce qu'aucun missile de croisière Tomahawk ne soit livré à l'Ukraine. Poutine a expliqué à Trump lors de leur conversation téléphonique commune qu'il ne ferait on ne sait plus de différence sur le front, mais qu'il détériorerait les relations entre les États-Unis et la Russie. Steve Witkoff aurait transmis à Moscou, avant la visite de Zelensky aux États-Unis, des informations sur les discussions prévues par Kiev concernant ses armes. Ainsi, le Kremlin a pu organiser un appel téléphonique anticipé avec Trump et influencer le ton des discussions ultérieures entre Washington et Kiev. Le résultat, Moscou a gagné du temps et en capacité d'imposer sa propre interprétation, tandis que Kiev a d'abord perdu l'option de frappe à longue portée. J'ai cru que l'agent Donald Krasnov Trump détruisait les relations, mais c'est plutôt son envoyé spécial, l'agent Witkoff. Plusieurs membres du Congrès, plusieurs activités de recrutement, Si leur gouvernement commettait à nouveau une erreur, cela pourrait à nouveau avoir des répercussions négatives sur Trump lui-même. Bien sûr, il ne le veut pas. Et du côté russe, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a certes salué les efforts des États-Unis pour trouver des solutions à la crise qui est en réalité une guerre, mais il a exclu toute concession dans la guerre contre l'Ukraine. En d'autres termes, la Russie est prête à discuter à condition de ne pas devoir abandonner ses principales exigences ou garantir quoi que ce soit concernant l'Ukraine. Moscou ne souhaite donc négocier que s'il n'y a rien à négocier concernant ses exigences. Combien de fois a-t-on joué à ce jeu ? 7, 8, 9 fois. Salutations à tous les rédacteurs, chaînes d'information et auteurs qui, une fois de plus, ont cru dans la boucle sans fin de la confusion que quelque chose allait changer et que la paix allait se rapprocher. Alors que l'attention se porte sur Boukrovsk, les prochains combats se déroulent à la limite de Ouliapol. La localité est actuellement tenue par la 102e. Brigade de défense territoriale, attaquée, ils sont soutenus par la 38e bien. Brigade de fusiliers motorisés qui ont pu prendre Chelyniehai dans une dangereuse tenaille. Il s'agit maintenant de savoir si les Ukrainiens réussiront à sortir les soldats de la poche ou s'ils seront perdus. L'attaque du côté russe vient de l'est et du sud-est de la ville.
Les deux entrées de la ville ont été pilonnées aujourd'hui par de lourds tirs d'artillerie, tandis qu'une attaque russe réussie a eu lieu sur les faubourgs de Veskoï et Chatichia. Nous voyons ici les changements sur les cartes de situation en rouge foncé. Je pense que d'ici la fin de la semaine, les premières attaques d'infanterie contre la ville auront lieu. Bien sûr, je continuerai à surveiller pour vous. Ici, les Russes veulent accentuer la pression, en plus de la ville déjà disputée près de Pokrovsk. Une colonne d'attaque russe en hérisson, composée de chars, de BMP et de véhicules de transport de troupes blindés polyvalents, a été entièrement recouverte de filets de camouflage. Cela peut sembler grotesque, mais c'est en fait une protection improvisée assez efficace contre les drones. Vous savez, j'aime beaucoup me moquer des improvisations russes, car dans 99% des cas, elles ne servent à rien, voire empirent de la situation. Mais dans ce cas précis, je n'ai encore rien eu de négatif à vous dire. Pour l'instant, les brosses ajoutées ne poseront pas problème. Elles attrapent mèches et cordes, compliquent donc les attaques sur les points faibles du blindage, perturbent les fusées de proximité et forcent les pilotes de drones à adopter des angles d'impact moins favorables. D'après les Ukrainiens, cette protection improvisée exige jusqu'à 12 frappes de drone pour neutraliser le véhicule. Le prix à payer est élevé. Plus de poids, moins de visibilité et de mobilité, une silhouette plus haute, une charge incendiaire supplémentaire et des capteurs limités. Leur efficacité dépend surtout de l'installation, de la densité, de l'escorte et du déminage. En même temps, les Ukrainiens s'adaptent, avec des charges plus grandes, je dirais à capacité tandem. Par exemple, quelque chose comme une charge en double U, où la première charge en U est censée détruire la protection et la seconde doit pénétrer le véhicule. Ou plutôt le blindage du véhicule. D'un autre côté, il y a aussi des attaques latérales ou à basse altitude, des tirs ciblés sur le train de roulement, les optiques et le capot moteur, ainsi que des attaques coordonnées de drones. Les attaques se font littéralement en petits essaims. Conclusion. Le blindage Hérisson montre à quel point les drones ont profondément changé le champ de bataille. Contrairement à d'autres mécanismes de protection improvisés du côté russe, il s'agit d'une protection réellement utile, mais pas décisive, et elle ne remplace pas une conduite de combat efficace. Avec la reconnaissance, le génie et la défense anti-aérienne, chaque char voit sa valeur nettement accrue. Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé dans la nuit la capitale régionale Tcheboksary, située à environ 1000 km de la frontière ukrainienne. La cible était le site industriel Vnir Progress. L'usine est un fournisseur russe majeur de technologies de protection, d'automatisation et de solutions matérielles et logicielles pour les systèmes de contrôle industriels. Et il a également besoin d'antennes pour les systèmes anti-drones. Donc une usine qui fabrique des pièces porte-à-faux pour des systèmes anti-drones a été frappée par des drones, pour résumer la nouvelle. Un coup sur une telle installation a plusieurs effets simultanés. D'éventuelles perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pour l'automatisation énergétique et industrielle, des retards dans les composants de la défense anti-aérienne et anti-drone, et une nouvelle preuve de la capacité de porter de l'Ukraine en profondeur dans l'arrière-pays russe. Savez-vous quelle phrase j'ai lue très souvent ? Pourquoi dois-je utiliser des pailles en papier toutes molles et bientôt acheter une voiture électrique ? En Ukraine, la guerre cause quotidiennement de nombreux dégâts environnementaux. C'est une remarque pertinente. De nombreux actes nuisent à l'environnement, notamment la guerre. Et à ce sujet, il y a une information intéressante. L'Ukraine compte réclamer à la Russie 44 milliards de dollars pour les dommages climatiques causés par l'invasion. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays réclame spécifiquement une compensation pour les émissions causées par la guerre. Depuis que la Russie a commencé l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les émissions nationales ont augmenté de plus de 230 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cela correspond à peu près aux émissions annuelles de l'Autriche, de la Hongrie, de la République tchèque ainsi que de la Slovaquie réunie. Les dommages pris en compte vont donc au-delà des émissions. Ils incluent aussi la destruction des habitations, forêts, terres, ressources en eau, la pollution et la perte de biodiversité. Un remerciement tout particulier aux membres de la chaîne AlgoCrew et au lieutenant-colonel Renek. Et comme toujours, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et à bientôt pour le prochain rapport de situation.